On est dans le sommaire CP qui correspond cette fois au sommaire qu'ont les personnes qui ont le CD-ROM CP. Alors avant peut-être de commencer à illustrer par des exemples, je voudrais donner un peu les grands principes de la collection pour justement éclairer un peu les usages que l'on peut en faire. Donc c'est une collection de cahiers d'activités multimédia interactifs destinés à l'enseignement et à l'apprentissage des maths du CP au CM2 et on essaye de couvrir les notions clés du programme de maths et pas seulement de géométrie, hein, mais aussi les nombres, le calcul, les mesures, organisation et gestion de données. C'est-à-dire qu'on a repris les rubriques du programme. Vous voyez ici, il y a nombre et calcul. Tous ces cahiers sont des cahiers qui relèvent de la rubrique nombre et calcul. Et si je continue le sommaire, j'ai aussi géométrie et j'ai aussi organisation et gestion de données. Les grands principes, on propose des cahiers d'activités parce que en fait, il y a une progression au sein de ces cahiers. Ce sont des cahiers dans lesquels on pose des exercices et des problèmes à résoudre aux élèves et au fur et à mesure qu'on avance dans le cahier, les exercices et les problèmes sont, je dirais, plus difficiles. Il faut avancer dans l'apprentissage. Donc la notion de cahier multipage pour nous est très importante parce que l'auteur justement du cahier va ainsi permettre une progression dans l'apprentissage. Un des grands principes de ces cahiers, c'est la manipulation directe. Et parce que dans ces cahiers, et vous pouvez le voir peut-être ici, déjà dans les vignettes des pages de titres, il y a des représentations d'objets réels, ici comme une coccinelle, il va falloir en fait dénombrer les tâches de la coccinelle, des voitures, il faut aussi dénombrer des voitures sur un parking, mais en même temps il y a des objets mathématiques, des représentations mathématiques, d'objets mathématiques, ici vous voyez des nombres, et donc ces objets, ces différents objets, l'élève les manipule directement. Il va bouger directement les voitures, mais il va aussi manipuler directement soit des objets numériques, soit des objets géométriques. Pour nous, c'est très important, cette manipulation, parce que surtout à l'école élémentaire, on considère que la manipulation est un pont, en quelque sorte, entre le monde réel, concret, qui entoure l'enfant, l'élève, et puis le monde abstrait des mathématiques. Et c'est pour cette raison que dans nos cahiers sont mélangés à la fois des représentations d'objets réels et des représentations d'objets mathématiques. Donc je vais commencer tout de suite, ça je vous ai donné les grands principes. S'il y a encore quelque chose avant, vous voyez qu'ici il y a 3 onglets, je le montre avec la flèche de ma souris. Il y a un onglet découverte et si je clique sur cet onglet, tous les cahiers qui correspondent à des cahiers de découverte clignotent. Si je clique sur entraînement, tous les cahiers qui correspondent au cahier d'entraînement clignotent. Et si je clique sur évaluation, tous les cahiers qui correspondent au cahier d'évaluation clignotent. Alors je vais vous montrer un cahier d'entraînement, la roue des 10, donc qui est au niveau du CP. Alors vous voyez que quand j'ai double-cliqué sur la vignette du cahier, et j'ai le message « Voulez-vous réinitialiser l'activité ?» parce que tout ce que fait l'élève est enregistré. Et jusqu'à ce qu'un autre élève ouvre le cahier et décide de réinitialiser l'activité. Si les enseignants veulent garder ce qu'a fait l'élève, à ce moment-là, avant de le donner à l'élève, ils peuvent faire une copie du cahier. On trouve les cahiers, en fait, si dans l'environnement Windows, si on va dans les programmes et dans la collection, on va trouver la suite en fait des cahiers de la collection et il suffit de faire une copie du cahier avec un autre nom, par exemple avec le nom de l'élève à qui on veut le donner. Et à ce moment-là, on peut garder le cahier tel qu'il est parce qu'on peut reprendre le cahier original ou reprendre une autre copie du cahier original. Donc tout ce que fait l'élève est enregistré, mais c'est perdu à partir du moment où on dit qu'on réinitialise l'activité. Donc j'ai dit que je réinitialisais pour me retrouver dans l'état original du cahier et je suis dans la page de titre. Donc la rubrique qui est indiquée ici, c'est nombre et calcul parce que le cahier relève du nombre et calcul et c'est un cahier je m'entraîne. Et ici, en fait, il y a 2 petites têtes de professeurs qui sont inertes sous la souris. C'est volontaire parce que c'est un accès. Si je clique dessus, je tombe sur la page qui est destinée au professeur.
Et c'est donc volontaire, on évite que les élèves en fait cliquent dessus, mais même s'ils cliquaient dessus, au bout de 60 secondes, ils seraient retournés à la page de titre. Et l'idée, c'est de donner l'objectif de l'activité très rapidement pour les enseignants. Ici, c'est en fait entraîner l'élève à produire et reconnaître des décompositions additives de 10. Le temps moyen nécessaire pour un élève pour faire le cahier. Ensuite, une description du cahier et puis les prérequis. Et les prérequis, en fait, ici, sont très faibles. Il n'y a pas du tout de prérequis d'outils. Et puis, évidemment, il faut quand même connaître les nombres de 1 à 10. Et puis, l'addition, les premières sommes des nombres de 1 à 10. Alors, maintenant, j'entre dans le cahier. Pour cela, il y a un petit triangle ici. Et je clique sur ce petit bouton qui pulse. Et chaque fois qu'on clique sur ce bouton, on entend la consigne oralisée. Alors, toutes nos activités sont oralisées, sauf certaines de géométrie au niveau CM1 et CM2. Et donc, on peut répéter la consigne oralisée. Pour les enfants les plus jeunes, ça nous paraît très, très important. Mais évidemment, si dans une classe où il y a beaucoup de machines, on peut couper le son si on ne veut pas entendre le son. Alors ici, il faut mettre dans chaque cercle des cartons qui portent des points de façon à obtenir 10. Alors bon, en même temps, le total s'affiche. Donc vous voyez, il y a une aide pour l'élève dans la mesure où il sait lire effectivement ces nombres. Là, rien ne se passe parce que j'ai mis 9. Mais si je mets 5, à ce moment-là, le disque se transforme en un polygone qui tourne. Donc voilà une rétroaction intelligente. En fait, ici, ce sont des disques qui savent déterminer quel est le total de points qui est dans leur intérieur et qui donc se mettent à tourner dès qu'il y a 10. C'est-à-dire que je pourrais ne pas respecter la consigne et par exemple mettre un 4 et un 1, le disque tournera aussi. Et bon, donc l'élève peut avoir l'impression qu'il a bien résolu. Donc là, j'imagine que je suis un élève et que je continue à résoudre. Donc là, je mets 7. Bon, ben, j'arrive bien, j'arrive à trouver, à compter 3. Là, je mets 6. Bon, et alors là, je suis un peu ennuyée parce que si j'ai plus de 4, donc éventuellement, là, je m'aperçois que en fait, le 4, il est déjà utilisé, que j'ai pas bien respecté la consigne. Donc vous voyez que, en fait, de par le fait que l'élève a à remplir tous les disques et les rétroactions, eh bien, l'enseignant n'a pas besoin de passer là, parce que l'élève, s'il met 3 cartons au lieu de 2, au bout d'un moment, il s'apercevra qu'il peut pas résoudre la consigne. Ensuite, je peux mettre là 9, il faut que j'aille chercher un 1 aussi. Et puis là, je vais mettre, il me reste encore celui-là, 8, donc j'ai un 2, voilà, et puis le 5, et tous les disques maintenant sont complets et tournent. Et je passe à la page suivante. Mais 2 cartes dans la chaque consigne cercle. est encore la somme des deux nombres doit faire 10. Alors nous avons observé des élèves qui travaillent avec ce cahier. On n'a jamais vu, surtout les plus jeunes en fait, on n'a jamais vu d'élèves qui essayent de passer à la page suivante. Disons qu'ils jouent le jeu. Avec les jeunes élèves qu'on a vus, bon, ça pourrait arriver, hein, ça je ne garantis pas. Mais dans ceux qu'on a observés, on n'a jamais vu d'élèves qui passent. En général, ils finissent tous l'activité. C'est un peu plus long. Ça peut, parce qu'ils peuvent aussi essayer. Et vous voyez, je vais vous expliquer ça justement. Vous voyez qu'on peut procéder par essai-erreur aussi. Hein, parce qu'on peut, par exemple, si je mets un 6, il ne se passe rien. Et puis, je vais chercher les cartons jusqu'à ce que ça tourne. À la limite, l'élève, pour l'instant, peut remplir les disques sans vraiment chercher vraiment dans sa tête à être sûr que le total qu'il veut faire fait bien 10. À la limite, il peut faire une stratégie essai-erreur. C'est un peu long, mais il peut y arriver. Donc je disais ici, bon, ça se résout de la même façon, mais la progression, vous voyez, c'est que ce sont des nombres au lieu des points. Je termine pas pour aller plus vite. Dans chaque cercle, il y a un nombre. Alors ici, cherche la grande différence, pour que la somme soit 10. C'est comme vous le lisez sur la consigne, c'est que les roues ne s'animeront que lorsque tu auras tout complété. Donc ici, la stratégie essai-erreur est beaucoup plus difficile parce que je dois compléter tous les disques. Ici, je mets une 10, mais il ne se passe rien. Donc il faut que je complète tous les disques avant de voir
tous les ronds qui s'animent. Donc on évite ainsi la stratégie essai-erreur et on oblige en quelque sorte l'élève à davantage s'appuyer sur ses connaissances. Il est toujours aidé par le 10 qui s'affiche. Je passe à la page suivante. Dans chaque cercle, il y a un nombre. Ici aussi, les roues ne s'animent que lorsqu'on a tout complété. Quand il n'y a plus de 10. Mets la carte dans le cercle. Ici, il n'y a plus de 10 Les roues ne s'animeront s'affichent que lorsque tu auras tout complété. Donc je complète, mais vous voyez que donc ici, vraiment, c'est beaucoup plus difficile. L'élève n'a plus le soutien du 10 qui s'affiche. Et je complète un petit peu. Et donc vous voyez que maintenant, quand j'ai bien complété, tous les disques s'animent. Et enfin, on arrive dans chaque addition à la suite, 10. Cette fois, avec des additions à trous. Donc là encore, progression, ce ne sont plus des disques, et cette fois, ce sont des écritures en ligne d'addition, et il faut remplir. Alors si je mets 6, et puis j'appuie sur Entrée, il ne se passe rien. Si je mets 7, j'appuie sur Entrée, ou je clique dans l'écran, cette fois, on a un petit smiley pour chaque réponse juste. Donc voilà pour le... Et là, le cahier se termine ici pour l'élève. Donc je vais continuer, je vais peut-être passer au CE1 pour vous montrer maintenant un cahier qui est, à notre avis, intéressant en TBI. Ce que je vous ai montré, la roue des 10, c'est plus en individuel, hein, c'est plus en autonomie pour l'élève pour s'entraîner. Et maintenant, je vais donc ouvrir un cahier qui cette fois se passe dans l'espace. C'est en géométrie, ça s'appelle le pavé sous toutes ses faces, et c'est un cahier de découverte. Et nous estimons qu'il peut être très intéressant en TBI, en particulier par la présentation dans l'espace et la manipulation qui est faite. Donc ça, c'est juste une page d'introduction. On va apprendre à connaître le pavé. Appuie sur le bouton avec le triangle vert. Alors ici, donc, on dit d'appuyer sur le bouton avec le triangle vert pour commencer. Observe les pierres qui recouvrent et on montre cette rue. des images. En fait, on introduit le mot Dans beaucoup pavé. de lieux, on rencontre des rues recouvertes donc, de pierres. Donc le pavé est introduit avec l'idée de pierres, pour l'instant, qui peuvent être de formes diverses. Toutes les pierres qui pavent les rues ne sont pas justement des pavés au sens Lorsqu'une rue mathématique. est recouverte de pierres, mais on essaye on dit qu'elle est de pavée. faire comprendre pourquoi on utilise ce mot pavé pour la forme du pavé. Donc, et on va terminer par une pierre qui sert une à image recouvrir d'un travailleur est appelée qui, lui, un justement, pavé. essaye de tailler les pierres de façon à ce qu'elles aient une forme, la forme du pavé mathématique. Bon, et je vais passer à la page suivante. Fini de paver la rue et on en poursuivant commence les par motifs de couleurs. Par un pavage. Et en fait, ici, on a des distributeurs, c'est-à-dire que je peux prendre autant de rectangles bleus que je veux. Vous voyez, je les tire. Je peux, ces rectangles de couleur, ces rectangles bleus, là, je peux les tirer par translation, comme vous avez vu, mais je peux aussi les faire tourner sur eux-mêmes. Simplement, c'est avec la souris, hein. Je clique près d'un coin du pavé avec la souris, j'appuie sur la souris, je maintiens enfoncé et je tourne avec la souris. Et puis je peux donc les amener, ils se mettent assez bien, il y a un peu une aimantation au moment où j'arrive, et ils se mettent assez bien au bon endroit. Alors je peux faire pareil pour le pavé rouge, je peux faire pareil aussi pour le pavé blanc. Quand on a terminé, en fait, on appuie sur le bouton ici qui veut dire je valide, je vérifie ma réponse et ici j'ai un symbole. Simplement là ça veut dire que c'est pas bon. Attention, t'as pas fini, donc il faut terminer. Je termine pas parce que bon, je suppose que vous savez comment faire. Le bouton recycler ici permet de, si je fais ça, tout ce que j'ai mis revient à 0. Observe ce que l'on appelle un pavé ici, en mathématiques. On demande à l'élève d'observer. Tu peux déplacer les points rouges pour déformer le pavé bleu. Et tu peux aussi changer sa hauteur. Le pavé violet, rose, lui, se déforme tout seul, il est animé. Mais vous voyez ici, moi j'ai pris, avec le bouton de la souris, le bouton gauche, le point là qui est ici, et je peux du coup changer une des dimensions du pavé, je peux aussi le tourner. Mais pendant que je change cette dimension, le pavé reste toujours un pavé. Donc l'idée, c'est que justement les invariants géométriques soient reconnus par l'élève dans
dans la modification. Hein. C'est ce qui reste pendant qu'on déforme le pavé. Le pavé reste toujours un pavé parce que les faces restent toujours des rectangles et elles sont toujours perpendiculaires deux à deux. Je peux de la même façon modifier cette dimension et je peux aussi modifier en prenant simplement le haut, là, j'attrape le bord du rectangle du haut avec la souris. Maintenant, à foncer, je peux augmenter ou diminuer la hauteur du pavé. Donc ça, c'est une première manipulation qui est rendue possible à l'élève pour qu'il observe. Et maintenant, je passe à la page les pavés suivante. dans le rectangle bleu et les autres objets dans le rectangle jaune. Il s'agit de Tu peux trier. faire tourner la table pour mieux observer les objets. Alors, il s'agit de trier les objets. Alors, on peut faire tourner la table, comme le dit la consigne, et cette fois, c'est avec le bouton droit de la souris. Je clique sur le bouton droit de la souris en maintenant enfoncé, et je peux faire tourner la table de façon justement peut-être à mieux voir. On peut peut-être mieux voir certains solides. Alors, il faut les trier. Il faut mettre les pavés dans ce rectangle bleu, ici, et les autres objets dans le rectangle jaune. Et l'élève peut revenir en arrière pour mieux voir encore si manipuler le pavé. En général, les élèves n'ont pas de problème. Ça, ils reconnaissent. Donc, je le prends simplement avec le bouton gauche de la souris et je l'amène. Hein. Je l'amène ici et là, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est rond, tout ce qui est courbe, il n'y a pas de problème. Les élèves le distinguent bien du pavé. Donc là, ils vont savoir bien faire. Ici, alors ils peuvent aussi déformer. Vous voyez, on peut... alors, c'est peut-être pas ce bouton. Voilà, si. Donc, je peux, en fait, ce point, je veux dire, je peux allonger, déformer. Donc, celui-ci, ils vont probablement le mettre dans les pavés. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Alors, on a vu des élèves qui se trompaient sur celui-là. Parce que ça a l'air vertical, donc ils vont le mettre ici. Donc, je fais comme un élève qui se trompe. On a déjà vu cette erreur. Ici, certains élèves vont hésiter, d'autres non. Bon, je le mets, j'imagine que je ne suis pas trop mauvais élève, donc je vais le mettre dans les autres objets. Ça, je vais le mettre dans les pavés. Et celui-là, alors là, l'erreur est en 80 ou 90%. Il ne regarde pas bien qu'en fait, ici, vous voyez, si je tourne, je m'aperçois que j'ai pas un rectangle en haut, en fait. Ce n'est pas un rectangle. C'est un parallélogramme. Et donc ici, la plupart des élèves se trompent. Il faut revenir dessus. Alors justement, là, les phases collectives sont intéressantes parce que je vais cliquer sur le point d'interrogation et vous allez voir, j'espère que ça va apparaître pour vous, vous allez voir qu'il y a des zéros, il n'y a pas d'erreur ici, mais si je reclique, ici, il y a deux rouges ici. Donc ça veut dire qu'il y a deux solides qui sont mauvais. Alors que dans le rectangle jaune, il y a 0 solide mauvais. Il y a 4 bons et 0 solide mauvais. Donc, il faut que je trouve les 2 solides mauvais. Donc ici, justement, en collectif, on peut dire, ben non, là, on s'est trompé, et demander aux élèves où est-ce qu'on s'est trompé. Le solide vert est le plus facile, en fait, à trouver à cause de la face du dessus. Et puis, si les élèves ne trouvent pas, l'enseignant peut attirer l'attention. Alors, il peut aussi attirer l'attention sur cette face-là, mais à cause de la représentation un peu en perspective, c'est pas forcément facile pour les élèves, on le voit mieux quand on tourne. Là, ça a bien l'air quand même d'être des rectangles, alors qu'ici, là, c'est trop pointu ici. Ça n'a pas l'air d'être un angle droit. Donc, on peut aussi allonger. Là, je le tire, mais je dois pouvoir, je pense, voilà. Alors ici, c'est moins bien, mais je le mets au contraire comme ça. Si je le mets au contraire comme ça, alors là, on voit très bien que ce n'est pas un rectangle. Et donc, c'est celui-là qu'il faut aussi changer. Donc, je vais aller le mettre là. Alors, on voit bien là qu'on est avec des réalités virtuelles, parce que les solides se rentrent les uns dans les autres, comme je vous disais. Là, on va au-delà de la... On peut rétrécir après les solides si on veut, mais on va au-delà de la réalité. Et cette fois, je vais demander la vérification. Et j'ai la coupe en or, dont je vous ai parlé, la fameuse coupe en or qui plaît beaucoup aux élèves. Page suivante. Range les pavés sur les cercles du plus petit au plus grand. Alors il faut ranger les pavés selon leur hauteur. Tu peux changer l'inclinaison de la table pour comparer les hauteurs. Justement là, je fais basculer. Alors c'est toujours le bouton droit de la souris. Je fais basculer le plan et donc il faut essayer de le mettre
je dirais, le plus horizontal possible pour comparer les hauteurs. Et on a mis aussi une espèce de toise. Si on veut arriver à comparer, là je déplace, par exemple, je peux essayer de le mettre exactement comme ça pour comparer la hauteur et regarder où est-ce que se situe, par exemple, ce cube par rapport à la toise. Donc je vais rebasculer un peu avec le bouton droit de la souris. Alors ici, bon, ben, les plus grands, c'est visiblement le bleu et le vert, mais si je les mets l'un à côté de l'autre, là, et que je rebascule, bon, c'est le bleu qui est le plus grand. Donc je vais mettre le bleu ici. Et alors, il est bien placé, il faut que le rond, là, devienne jaune pour qu'il ait reconnu, en fait, le solide que je lui ai mis. Alors, je me mets un peu plus comme ça. Après, ça doit être... Alors, celui-là, comment il se situe par rapport au cube? Oui, oui, si je le mets bien là, il est un peu plus grand. Donc, je l'amène là. Ici, je vais mettre le cube jaune, parce qu'il a l'air d'être plus grand. Alors, le rouge, maintenant. Le rouge, donc je le mets côte à côte. Oui, il est plus grand. Et puis après, on va avoir le rose. Et après, on va avoir le gris. Bon, donc c'est une activité en fait qui fait travailler à la fois sur les hauteurs des pavés droits et en même temps aussi sur une activité d'ordre, puisqu'il faut les comparer deux à deux pour pouvoir les ranger entièrement. Et j'appuie sur le bouton Je vérifie et j'ai la coupe en or. Alors je passe à la page suivante. De ces deux pavés peut contenir le plus de cubes? Alors, autre activité, et aussi alors, qui est pas facile pour les élèves, là je vous dis, on est comme je vous rappelle, on est en CE1, et on a vu des stratégies différentes, c'est très, très amusant. On a vu des élèves qui vont remplir complètement les pavés avec les cubes. Ici, par exemple, en fait, il faut prendre des cubes de la même hauteur pour pouvoir les garder à la même hauteur. Ici, on va mettre, par exemple, alors bon, bah ici, il n'y en a que deux, donc ça dépasse, voilà. Mais je peux remplir. Et il y en a d'autres, plus astucieux, qui font ça. Ça, c'est très intéressant et qui vont du coup beaucoup plus vite. Donc c'est simplement pour dire que là, les stratégies des élèves sont très différentes, à la fois dans le comptage. Il y en a qui sont obligés de compter un par un. Il y en a qui arrivent à compter par couche. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui est aussi très intéressant et qu'on ne peut pas faire dans la réalité. C'est qu'on va avoir des élèves qui vont compter immédiatement. Ah, mais il y a une première couche de 8. C'est vraiment, là, il y a une très grande différence entre les élèves. Et qui vont même dire, ah ben maintenant il suffit d'une autre couche, qu'ils ne le font même pas, qu'ils l'imaginent, et qui vont être capables de dire, ben oui, c'est 8 plus 8, et donc ça va faire 16. Donc voilà un exemple justement, c'est un exemple ici d'activité qui est quand même pas très facile, assez ouverte, et qui va permettre tout un éventail de stratégies. Donc du coup, en discussion dans la classe, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir comparer, l'enseignant il a plutôt intérêt à interroger d'abord les élèves qui comptent un par un, pour après montrer à quel point les stratégies qui amènent le pavé sur les cubes sont plus efficaces, pour pousser les élèves à essayer de compter davantage par groupe de petits cubes, par couche. Donc il y a vraiment, dans ces cahiers de découverte, il y a beaucoup de possibilités pour faire travailler les élèves, les faire explorer et faire exprimer les stratégies. Et en particulier, donc, quand je l'ai montré à des circonscriptions dans des ZEP, ça a été apprécié justement par la communication que ça amène entre élèves, pour faire s'exprimer les élèves, pour qu'ils décrivent au reste de la classe comment ils ont fait. Parce que, bon, on sait que dans les ZEP, c'est pas toujours facile de communiquer, de s'exprimer. On offre un complément au matériel concret. Surtout, on ne veut pas dire qu'on remplace, parce que nous considérons que le matériel concret est très important. Mais on offre un complément, parce qu'on peut manipuler, et un complément qui va au-delà, parce que vous verrez qu'on va pouvoir faire des manipulations qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Et aussi, qui va au-delà parce que les cahiers sont interactifs. Ils vont proposer des rétroactions, soit des rétroactions d'objets mathématiques qui réagissent intelligemment, parce qu'ils connaissent en quelque sorte les mathématiques sont embarquées dans les objets qui sont à l'écran,
soit des rétroactions du type de celles que ferait un enseignant, c'est-à-dire ta réponse est correcte ou ta réponse est erronée, recommence, ou bien des aides qui sont données à l'élève lorsque il n'arrive pas à trouver, à résoudre le problème. Au passage, je signale par exemple, là je suis dans le CE1 et vous voyez ça, cette activité des comptes en euros et en centimes qui est à la fois en CE1, ce cahier qui est à la fois en CE1 et en CE2, parce qu'en fait les euros, les centimes, c'est aussi au CE2. Ça, c'est plus une activité pour les élèves, justement, plutôt en difficulté, qui n'ont pas encore arrivé complètement à maîtriser, à compter en euros et en centimes quand on leur donne une somme en centimes, à savoir la convertir en euros et en centimes, ou inversement. Et on ne fait pas ça, c'est ennuyeux de faire ça avec toute la classe, alors qu'il y a des élèves qui maîtrisent complètement. Donc ça, c'est un type de cahier qui marche très bien pour les élèves en difficulté. Donc c'est un cahier d'entraînement et ils ont aussi des feedbacks s'ils ont bien fait ou pas bien fait. Alors je vais peut-être aller maintenant au CE2 pour vous montrer un cahier, cette fois au CM1 je veux dire, un cahier numérique, domino, fractions et décimaux, qui est un cahier d'entraînement, mais qui, quand je l'ai montré, nous on l'avait pensé qu'il était fait pour des élèves travaillant à 1 ou 2 sur machine, mais quand je l'ai montré, on m'a dit que ça serait aussi très intéressant à utiliser sur TBI ou Télénir. Donc vous voyez que dans ce cahier, on dit à l'élève, là il est en CM1, bah, tu peux avoir un cahier de brouillon, tu peux t'aider d'un cahier de brouillon et d'un crayon à papier parce que l'activité n'est pas facile. Et il devra déplacer des dominos. Alors dans cette page, c'est pour simplement qu'il se familiarise avec le matériel. Un domino, c'est comme ça, et ça peut tourner. Je le prends avec le bouton droit, non, avec le bouton gauche, excusez-moi, de la souris, près d'un coin, et à ce moment-là, je peux le tourner. Et il y a l'axe d'ailleurs qui s'affiche. Et si je le prends simplement comme ça, je peux simplement le translater, le faire glisser. Et je passe à la page suivante. Donc ça, je ne le fais pas parce que c'est pas la difficulté, c'est pour familiariser. C'est juste pour vous montrer que les dominos qui suivent, les 2 pages qui suivent, ce sont des dominos avec des écritures différentes de nombres. Donc il faut, ici, il y a 840 sur 10. Donc il faut trouver quelque chose qui est égal à 840 sur 10, comme par exemple ici, j'ai 84 plus 0 dixième, et puis je tourne, et ça reste, ça reste toujours bien écrit, et là je le mets. Et donc, je continue. Ça aussi, c'est un exercice très intéressant parce qu'en fait, si l'élève utilise trop de dominos, par exemple avec les 91, il risque d'être bloqué par rapport à la suite parce qu'à la fin, il faudra un 91. Donc, il faut un peu qu'il ait une stratégie, qu'il fasse attention à ce qu'il prend, ce qu'il doit garder. Et s'il est bloqué, qu'il ne défasse pas tout. Parce qu'avec ce bouton recycler, il peut tout défaire, mais ce n'est pas intéressant de tout défaire. Donc ça apprend aussi à l'élève à chercher là où il peut modifier sans tout défaire. Parce que les élèves ont tendance, quand ils cherchent un problème et que ça ne marche pas, à tout recommencer et pas à essayer de réfléchir. Nous les avons distingués parce que dans les cahiers de découverte, ce sont des activités plus ouvertes, dans lequel les élèves ont à explorer, à chercher des stratégies et pour instaurer un débat dans la classe, une discussion. Il y a par exemple un élève qui vient manipuler et puis ça ne va pas très bien, on s'en aperçoit, donc d'autres élèves font des propositions et c'est l'enseignant qui gère. Donc les cahiers de découverte, d'ailleurs qu'ils soient faits au TNI ou qu'ils soient faits sur machine, à 1 ou 2, nous considérons qu'il faut toujours des phases dans lesquelles l'enseignant intervient. Des phases intermédiaires pour faire le point, pour faire avancer les élèves s'ils sont bloqués, ou des phases de bilan, et ça nous les considérons comme très importantes, après avoir fait le cahier, un bilan, comment on a fait, qu'est-ce qu'on retient. Les cahiers d'entraînement sont plus des cahiers où l'élève est autonome, et où il a à répondre, résoudre des exercices et des problèmes, mais sur des notions qu'il connaît déjà. Et il a moins d'exploration à faire. C'est plus pour entraîner l'élève à pratiquer sur des notions de base, à pratiquer des techniques de base. Et donc là, l'élève aura justement pas mal de rétroaction de la part de l'environnement. Et les cahiers d'évaluation, l'élève teste. Ce test, il n'aura pas de rétroaction ou de feedback pendant qu'il résout, ou peu, ça dépend un peu des cahiers, mais à la fin, il a une page bilan qui lui dit
combien d'erreurs il a fait, combien de réponses correctes il a eu, le temps qu'il a mis, et éventuellement aussi où sont ses erreurs.